Alors bonjour, je vais vous faire un petit condensé en fait de notre cours en vidéo. Ça va aller un peu vite, mais vous aurez la possibilité du coup de faire pause pour noter le cours en même temps. Et ça c'est fait pour pallier les difficultés qu'on a avec éventuellement la classe du CNED qui n'est pas forcément évidente. Donc nous sommes sur le thème 3, corps humain et santé, et le chapitre 10 qui fait suite au chapitre précédent sur la réaction inflammatoire. Donc on avait parlé de l'immunité innée qu'on trouvait chez tous les êtres vivants, et maintenant on va parler du deuxième type d'immunité qui est l'immunité adaptative. Elle fait suite dans le temps à l'immunité innée pour combattre les agents pathogènes qui seraient entrés dans l'organisme. Alors on commence par une petite introduction. Pourquoi une immunité adaptative? En fait, c'est pour faire suite à la réaction inflammatoire qu'on a vue ensemble dans le chapitre 9. Si elle est insuffisante pour éliminer l'agent pathogène, c'est une seconde ligne de défense qui va rentrer en jeu. C'est l'immunité adaptative. Donc ce qui est marqué en bleu sur mes diapos est la partie à copier dans votre cours. Cette immunité adaptative, je vais vous le montrer juste après, en fait, elle est propre aux taxons des vertébrés. Autant l'immunité innée, on la retrouvait chez tout un tas d'organismes, même assez primitifs finalement, dans beaucoup de taxons, autant celle-ci, c'est vraiment que chez les vertébrés, et c'est ce qu'on retrouve en fait, on date son apparition approximativement à 450 millions d'années. Je vous avais demandé pour aujourd'hui de voir cette vidéo-là, j'ai remis le lien ici. Si vous l'avez pas fait, vraiment, vous pouvez également le faire en bilan, c'est important. Dans la vidéo de corpus, là, on a l'ensemble des infos, même un peu plus, parce qu'on fera la suite la semaine prochaine, qui sont présentes. Donc je vous parlais de cette répartition de l'immunité innée par rapport à l'immunité adaptative. Donc l'immunité adaptative, celle qu'on va étudier maintenant, là, dans le chapitre 10, je l'ai entourée ici. Elle concerne, vous voyez, un certain nombre de groupes d'animaux, mais beaucoup plus restreint que l'immunité innée, qui est plus large et dont on avait daté l'apparition environ à moins 800 millions d'années. Donc le problème, à noter sur vos cahiers, comment l'immunité adaptative va permettre de compléter l'immunité innée qu'on a déjà vue. Donc ça, c'est valable, cette immunité adaptative, que chez les vertébrés. On passe à la suite. Donc ça va un peu vite, si vous avez besoin de faire des pauses pour pouvoir noter, n'hésitez pas à faire des pauses sur la vidéo. Alors l'immunité adaptative va comporter deux types de réponses. Une réponse en fait qui fait intervenir, qu'on qualifie d'humorale, parce qu'elle fait intervenir en fait des éléments qui vont agir sur les pathogènes libres qui se promènent dans notre sang, dans notre lymphe. Et un deuxième type d'immunité qui fait intervenir une réponse cellulaire, d'accord, notamment quand des cellules vont être infectées par des virus, typiquement le cas du Covid, où on va avoir des cellules de l'organisme qui deviennent anormales parce qu'elles sont infectées. Donc on va travailler en deux temps. Cette semaine, on étudie l'élimination des antigènes libres, c'est notre grand 1, et la semaine prochaine, on essaiera de poursuivre sur l'immunité cellulaire, quand effectivement nos cellules sont infectées par des éléments pathogènes. Donc l'élimination des antigènes libres va mettre en jeu des molécules sur lesquelles je vous ai fait travailler dans le TP18. Ces molécules, elles sont vraiment la base de notre immunité. Il s'agit des anticorps. Donc vous pourrez trouver la correction de ce TP18 en pièce jointe dans l'ENT à la date du 26/03, c'est-à-dire sur la séance d'aujourd'hui. Vous n'avez pas forcément besoin de l'imprimer, mais téléchargez-la pour pouvoir la garder et pour pouvoir la retrouver en cas de besoin. Et regardez attentivement aussi cette correction. On va reparler de la correction, mais on va le faire brièvement. Donc les titres, grand 1, TP18, à noter en respectant le code couleur dans votre cahier. Alors là, c'est simplement de l'illustration. Dans le TP18, en fait, on a regardé sur l'immol les molécules. L'idée, c'était de comprendre comment est organisé un anticorps. Donc on va partir d'une version simple, celle-ci, et on va complexifier petit à petit. Donc la version simple, pour connaître la structure d'un anticorps, c'est que l'anticorps est constitué de 4 chaînes. 2 chaînes lourdes, qui sont dites lourdes, qui sont plus grandes, c'est celles qui sont représentées ici en orange, et 2 chaînes qui sont dites légères, ici représentées en vert. Ces chaînes vont être liées les unes avec les autres par des ponts disulfure. Donc, vous faisiez chercher l'utilité de ces ponts disulfure dans le TP. Si je passe sur une vision plus moléculaire, ça se complique, mais finalement je retrouve mes chaînes lourdes. La chaîne lourde ici, une en rouge,
une en bleu en face, les chaînes légères, une en verte, une en gris foncé, et il se trouve que sur ces chaînes, on a des parties qui sont constantes, qui ne changent pas, c'est ce que ça veut dire. Donc c'est celles qui sont représentées avec les petites sphères, en bleu, en rouge, en vert, en gris, et des parties variables, qui vont changer de manière très importante d'un anticorps à l'autre. C'est-à-dire que les parties constantes sont à peu près identiques d'un anticorps à l'autre, alors que les parties variables ont des grandes différences. Les parties variables, il y en a sur les 4 chaînes, sur les chaînes lourdes et légères, c'est celle que j'ai mise ici à l'extrémité avec des grandes sphères. Alors, quel est l'intérêt, quelle est l'utilité de ces parties variables? Il se trouve que ce sont ces parties variables qui vont fixer les antigènes. Donc ici, vous avez la représentation qu'on pouvait voir sur l'IMOL, c'est celle que je vous avais demandé de chercher. Donc en bleu, il y a l'antigène, et vous avez que les 2 chaînes légères et lourdes, mais que l'extrémité, ce qui correspondrait à cette partie-là. Donc les antigènes, finalement, on passe sur la 3e image, se fixent ici, à l'extrémité de ces molécules en forme de Y, et ils vont venir se fixer sur la partie variable de l'antigène. Alors si on récapitule les informations importantes à noter, les anticorps sont des macromolécules, ça veut dire des grosses molécules qui sont spécifiques des antigènes, qui sont présents sur le pathogène et qui sont responsables de l'infection. Ils sont constitués, donc on répète ce qu'on a vu ensemble, de 4 chaînes identiques. Elles sont identiques 2 à 2, par paire, et elles se lient pour former une molécule en forme de Y. Elles se lient grâce à ces fameux ponts disulfures. Chaque chaîne, chacune des 4 chaînes comporte une partie constante, une partie variable, et l'endroit où se fixe l'antigène est situé à l'extrémité. Et surtout, cet endroit est complémentaire, donc ça veut dire qu'il y a une spécificité. Un anticorps fixe un type d'antigène, parce que sa partie terminale va être spécifique de l'antigène. On enchaîne. Donc ces anticorps, en fait, il se trouve qu'ils sont présents à la surface de chaque lymphocyte B. Souvenez-vous, quand on a fait le frottis sanguin, on avait vu des lymphocytes B dans ce frottis sanguin, et d'ailleurs, on avait dit on les laisse, on y reviendra plus tard. Le plus tard, c'est maintenant. Donc ces lymphocytes B vont porter à leur surface, sur leur membrane, des anticorps qu'on qualifie de membranaires. Quand ils sont libres dans le sang ou dans la lymphe, on peut avoir ces molécules en forme de Y qui sont toutes seules, et ils peuvent être fixés sur la membrane des lymphocytes. Il se trouve que chaque lymphocyte exprime un seul type d'anticorps. Donc l'anticorps étant caractérisé là par sa partie variable au bout. Et puis il y a une grande diversité, il y a plein de lymphocytes comme ça différents qui circulent dans notre sang, dans notre lymphe. On appelle ça un pool de lymphocytes. Chacun est exprimant des anticorps différents. Alors qu'est-ce qui va se passer? Quand un lymphocyte B qui porte un type d'anticorps est capable de lier l'antigène, on va dire qu'il est sélectionné. C'est une sélection clonale, il a reconnu un antigène et en fait il se trouve activé. Activé pourquoi? Parce que y a un danger, il va falloir éliminer cet antigène. Donc on sélectionne le clone qui est capable de le reconnaître. En toute logique, comme on veut éliminer cet antigène, une fois que le clone est sélectionné, il va se multiplier. On parle d'amplification clonale, il subit de multiples mitoses. Donc en fait, finalement, je vais avoir plein de lymphocytes B capables de reconnaître le même antigène. On a fait des photocopies en quelque sorte. Ça va pas s'arrêter là. Ces lymphocytes B vont se transformer, se différencier, on parle de différenciation cellulaire, en plasmocytes, qui est un autre type de cellule. Et ces plasmocytes, eux, ont une capacité particulière, c'est de produire une grande quantité d'anticorps. Alors ce mécanisme de différenciation nécessite un délai de quelques jours. C'est pour ça que la réponse n'est pas immédiate. Et finalement, les plasmocytes vont libérer dans le sang beaucoup d'anticorps, et ces anticorps vont être capables de neutraliser l'agent pathogène en formant des complexes humains. C'est ce que dans le TP on mettait en évidence par Uchter-Looney. Donc je passe rapidement. La différenciation, on voit bien que la cellule entre le lymphocyte B et le plasmocyte, les cellules sont organisées différemment. C'est le plasmocyte ici présent qui produit des anticorps et qui les libère, qui est capable de donner des anticorps libres. C'est également ce que vous voyez là-dessus. Et le système du complexe humain, je reviens un petit peu rapidement dessus, et en fait dans le test d'Uchter-Looney, j'ai des lignes qui apparaissent.
Ces lignes, elles correspondent à des complexes immuns. Qu'est-ce que c'est qu'un complexe immun? C'est un antigène qui se fixe sur un anticorps. On va avoir ici schématisé, représenté sous deux formes simplifiées, ce mécanisme. Les anticorps fixent les antigènes, les bloquent et les neutralisent. D'accord? Donc quand on parle de complexe immun et de neutralisation, on va avoir un petit paquet comme ça qui se forme, et ce paquet sera ensuite éliminé par phagocytose. Donc c'est un premier moyen de bloquer les éléments pathogènes et les éléments étrangers. Par contre, la difficulté, c'est qu'il existe une grande diversité d'antigènes. Là, on en a représenté 3 ABC, mais en fait, finalement, il y a une multitude d'antigènes différents. Et bien, il se trouve que notre corps, le système est quand même bien fait, est capable de produire vraiment une variété extrêmement importante de lymphocytes B, qui portent tous des anticorps différents et qui sont capables de reconnaître une infinité d'antigènes différents. Et ça, c'est possible grâce à des mécanismes génétiques bien particuliers, les mécanismes de recombinaison. Alors, on va voir ce que sont ces mécanismes de recombinaison. Les mécanismes de recombinaison concernent des gènes. Attention, il ne faudra pas confondre avec ce qu'on avait vu précédemment, j'y reviendrai juste après. Donc, dans les parties variables, on a des gènes qui vont être capables de se recombiner. Donc là, par exemple, en rose, on a un premier gène qui est composé de plusieurs segments. Et bien finalement, par exemple, je vais prendre V1, V2, et puis je vais le recoller sur D2, J1, pour former un nouveau gène. Donc de cette manière-là, je vais obtenir une très très grande variété. Après recombinaison, mon ADN réarrangé différent de l'ADN du début. Par exemple, vous voyez, J est collé à V, ici, et j'obtiens ainsi des ARN messagers différents. Et comme ce mécanisme, en fait, il est aléatoire, ça va provoquer une grande diversité. Attention à ne pas le confondre avec ce qu'on avait vu en début d'année, l'épissage. Je ne sais pas si ça réveille quelque chose. On avait vu qu'un seul gène pouvait donner plusieurs ARN par le mécanisme d'intron, d'exon et d'épissage. Ben ça existe encore, toujours, mais ce mécanisme-là, il va intervenir après la recombinaison. D'accord? La recombinaison, c'est un mécanisme différent qui va provoquer finalement plusieurs variétés de gènes à partir d'un lot de départ. On termine rapidement sur les éléments qui pourraient réagir contre notre propre système immunitaire. Ce serait un sacré problème, parce que si ces lymphocytes B réagissent avec nos propres cellules, vous doutez bien qu'ils vont les détruire. C'est d'ailleurs des fois ce qui génère chez certaines personnes des maladies qu'on qualifie de maladies auto-immunes. L'organisme s'attaque à ses propres cellules. Et ben, on a un mécanisme une sorte de verrou pour éviter ça. Donc pour éviter que les lymphocytes attaquent nos propres cellules, on va avoir un système de tri. Donc il y a cette diversité des lymphocytes B qui sont représentés par plein de couleurs différentes, là, qui peuvent reconnaître de multiples antigènes. Et si jamais, donc dans les organes lymphoïdes, il va y avoir un tri qui s'opère, si jamais ils réagissent contre nos propres cellules, on leur présente nos cellules, et si jamais ils réagissent contre nos propres cellules, et ben tout simplement l'organisme les élimine avant de les libérer dans la circulation lymphatique et dans la circulation sanguine. Vous voyez, apoptose des lymphocytes B qui reconnaissent le soi. Ceux-là, ils sont pas bons parce qu'ils réagissent contre nos propres cellules, donc on les élimine. Par contre, tous ceux qui sont capables de reconnaître un antigène extérieur et qui respectent finalement nos propres marqueurs sont qualifiés d'immunocompétents. Ils reconnaissent un seul type d'antigène et là, ils vont être libérés dans la circulation sanguine. Voilà. Donc on a terminé là sur cette première partie. Le grand 1 est vu ensemble. L'élimination des antigènes libres, et la semaine prochaine, finalement, on reviendra sur le deuxième aspect de cette réponse adaptative qui implique une réponse cellulaire, c'est-à-dire qui va permettre la destruction des cellules anormales.